Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle boîte à malice pleine de surprises, puisqu'aujourd'hui je vais vous emmener du côté de l'Aérogare Station Lothaire à Metz, une salle atypique où la convivialité et la découverte sont de mise. Nous retrouverons pour notre plus grand bonheur notre historien de choc, Étienne Martin, qui nous emmènera sur les traces du pape Léon IX. Mais tout de suite, allons faire une balade extraordinaire du côté du golfe de Folquemont-Pompierre, où se dévoile actuellement une exposition à ciel ouvert. Parenthèse nature, une exposition autour de la thématique du climat. Le travail d'une quinzaine de photographes s'y dévoile, à savoir plus de 150 photographies. Ouvrons la boîte à malice pour vivre cet enchantement. Waouh! C'est parti! Olivier, bonjour! Bonjour! Je suis ravie de vous retrouver ici dans cet endroit magnifique, le golfe de Folquemont-Pompierre. Alors il faut savoir que vous êtes membre du collectif Parenthèse Nature. Vous êtes 4 On est 4 dans le collectif. À faire partie de ce collectif. C'est ça. 4 passionnés, au regard particulièrement aiguisé, 4 photographes qui s'émerveillent de la nature, et vous avez eu envie de nous y sensibiliser, de finalement lancer peut-être un signal d'alerte à travers la photographie en organisant un festival magnifique, première édition, c'est ça? Tout à fait, donc on a organisé une première édition pour sensibiliser le grand public à prendre conscience de l'environnement qui est en train de... Voilà, qui est en pleine évolution, donc voilà, à travers les images, c'est de porter un autre regard sur la nature et vraiment de sensibiliser petits et grands à œuvrer pour sa protection. Et pour vous, rien que telle qu'une image pour sensibiliser, parce qu'une image, ça parle finalement aux enfants, ça va parler aux Français, aux Japonais, à tous les étrangers, c'est une langue universelle. Une image, voilà, ça vaut 1000 mots, et à travers l'image, voilà, on essaye de sensibiliser vraiment tout le monde. Alors vous avez visé grand, parce qu'ici, ce domaine est absolument magnifique. 4 km de parcours attendent les visiteurs. Nous, on va avoir la chance de pouvoir se promener avec une petite voiture pour faire nos images. Mais voilà, c'est l'occasion de redécouvrir cette nature, de se balader dans les sentiers. On est vraiment en immersion avec les photos. Alors voilà, on le voit d'ailleurs sur cette image. L'image, elle est vraiment placée dans son environnement. On a des photos de faune et de flore, et on a vraiment l'impression que les images sont dans leur milieu, les animaux sont dans leur milieu, ils peuvent surgir à n'importe quel moment presque que de l'image. Et puis on a une lumière magnifique sur les photos, et on voit vraiment l'image évoluer tout au long de la journée et des saisons, puisque c'est une exposition qui va rester en place jusqu'au 20 décembre. Donc avec l'automne qui arrive, on aura encore de belles couleurs, et puis on pourra la redécouvrir. Des images du Grand Nord, oui, de la Lorraine, et puis on termine par l'Afrique. Donc il y a tout un circuit sur le parcours. Et on a aussi une très belle série que les visiteurs ou les gens d'une manière générale voient très peu sous la surface, une exposition aquatique. Vous-même vous exposez, puisque là, oui, on est juste à côté de cette très jolie chapelle, et certaines de vos photographies sont là. C'est ça, donc en fait la chapelle, c'est le point central du parcours. On est vraiment à 2 km, et on a une exposition avec les 4 photographes que nous sommes dans le collectif. Donc des images d'ici et d'ailleurs, des paysages, des papillons, et moi-même je présente des photos du Jura et des Vosges de cascades. Un mot sur votre travail, qu'est-ce que ça représente pour vous la photographie? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez le photographe à la main? On est en pleine... L'appareil à la main plutôt. on est en pleine immersion en fait, on est dans une bulle, on est complètement déconnecté de la réalité.
Et voilà, c'est à chaque fois de grosses émotions, aussi bien devant un paysage que devant un papillon ou des insectes. Pour nous, voilà, c'est vraiment l'émerveillement à chaque sortie. Merci beaucoup Olivier. Je propose maintenant d'aller à la rencontre des photographes. À bientôt, merci. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bon, pour voir vos photos, ça se mérite. Il a fallu que je grimpe jusque-là. Magnifique balade que l'on peut faire ici. De retrouver vos clichés en pleine forêt. C'est un contexte un petit peu particulier, en pleine nature. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de fierté, ça fait toujours plaisir de pouvoir montrer un peu ces images. Oui. Et en plus de ça, l'expo est magnifique, et, ça fait toujours plaisir en extérieur. Racontez-moi comment est-ce que vous avez eu envie de saisir ces images? C'est un animal qui est comment dire, qui est un peu magique à photographier. Enfin, on avait envie de le rencontrer. Je suis parti avec des amis en Norvège avec l'espérance de pouvoir les voir et les approcher. Bon, on a eu de la chance, on les a vus sur un flanc de crête. Donc on sait que l'hiver, ils ne vont pas beaucoup bouger. Donc tous les jours, on est allé voir, les approcher doucement et puis essayer de s'immerger un petit peu dans leur monde. Oui, mais après, c'est pas le tout d'avoir un simple appareil photo, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il suffirait que je parte en Norvège avec mon appareil et que j'appuie. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Non. Et pour que, enfin voilà, il y a ce regard que vous portez sur la nature, sur les animaux, ce moment où vous saisissez cet instant. Là, on sent cette vitesse, cette force aussi qui émane de cette photographie, et puis en même temps cette pureté qui en ressort. On est Norvège l'hiver, donc on est sur des crêtes assez douces, très blanches. Donc en plus, bon, c'est un animal qui contraste énormément avec le lieu. Et ensuite, voilà, il faut pas être frileux. Un petit peu montagnard, parce que vous allez partir, il n'y a rien, donc il n'y a pas des sentiers comme ici. Donc voilà, il faut franchir un peu tout ça, et puis après, il faut se poser, il faut être patient. Oui. Et puis attendre le bon moment, et faut mériter un petit peu quand même. Oui. C'est ce qui fait aussi le sel un peu de tout ça. C'est un patrimoine finalement, qu'on est juste passager pour un petit temps, et ce patrimoine-là, on doit le garder, on doit le conserver, on doit surtout le transmettre à nos enfants. Et je pense que le montrer par le beau et c'est aussi une façon de sensibiliser les gens. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Alors chaque photo se mérite, il y a quand même 4 km de parcours. On est ici en pleine forêt. Vous qui aimez faire corps avec la nature, et on le voit à travers vos photographies, vous êtes vraiment là dans votre élément. Tout à fait. Vous respirez nature, vous vivez nature. Tout à fait. C'est vrai que c'est un besoin vital d'être dans la nature, notamment dans la forêt. Pour moi, c'est un endroit où je me ressource, où je trouve de la sérénité. Et j'aime m'arrêter, me poser, tous les sens en alerte, et écouter, découvrir le monde qui m'entoure. Je m'émerveille de tout, aussi bien d'un minuscule insecte que d'un grand cerf. J'ai commencé à photographier alors par le biais de la macro-photo, et puis au fur et à mesure des rencontres, je me suis passionnée par les mammifères. Il y a un échange, de regards, il y a une acceptation ou pas de l'animal qui nous laisse rentrer dans son monde, qui nous permet de l'observer ou pas. Rien n'est jamais gagné, et lorsqu'il le permet, je considère toujours ça comme un merveilleux cadeau. C'est vrai que le mot émerveillement ressort énormément. C'est vraiment ça quand vous livrez vos photos au public. Vous souhaitez émerveiller les gens, également les sensibiliser, c'est vraiment ça? Pour moi, le rôle d'un photographe animalier, je dirais même photographe de nature, c'est de montrer la beauté du monde animal qui nous entoure, et puis pour susciter l'admiration, le respect et la protection. Oui, on en a besoin. On en a besoin aujourd'hui. C'est vrai que cette exposition fait beaucoup de bien, et vos photographies également. Peut-être un souvenir, le meilleur souvenir que vous gardez de votre aventure photographique? J'ai vraiment une passion pour les renards, et notamment les renards d'eau. Ils sont juste derrière vous, on va pouvoir voir des quand images. Ils commencent à quitter le terrier et à jouer, c'est des moments magiques où ce n'est que jeu et insouciance, ce qui sera moins le cas de leur vie après. That I was bound to take for
reason to wind up here with you, my home sweet home. Avant de se quitter, je vous ai réservé forcément un questionnaire parenthèse nature, à l'image du collectif qui organise cette exposition. Avec quel animal rêveriez-vous de vivre une parenthèse enchantée? Avec un lynx. Ça n'a jamais été encore fait. Non, ça n'a pas encore été fait, mais j'ai de l'espoir. J'ai Oui. toujours de l'espoir. Eh bien, je vous souhaite de vivre cet instant. Autre Merci. question, dans ce monde, qu'est-ce que vous aimeriez mettre entre parenthèses? La chasse, la guerre, voilà, et puis plus de respect pour le monde animal qui nous entoure, parce qu'en fait, on en fait partie de ce monde, et il faut respecter tous les échelons. Oui, voilà, là aussi, on espère que vous serez vivement entendu. Oui. Et puis pour terminer, si vous devriez vous mettre vous-même entre parenthèses un instant, où est-ce que vous aimeriez vous échapper pour cela? Peut-être dans une cabane, en haut d'un arbre, voilà, dans une forêt, dans une grande forêt, voilà, perchée. Merci infiniment Marie-Hélène. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'invite tous les téléspectateurs à venir ici expressément au golfe de Folquemont-Pompierre pour passer un moment extraordinaire. L'émerveillement est au rendez-vous, c'est garanti, c'est jusqu'au 20 décembre. À bientôt. À bientôt. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, en plus de cette exposition à ciel ouvert, une invitation à participer aux Journées européennes du patrimoine. Elles vont se dérouler les 19 et 20 septembre prochains, avec cet objectif de vous permettre de découvrir gratuitement des lieux d'exception, des ateliers d'artistes ou encore des lieux insolites, comme l'ancienne BA 128 à Frascati, qui a pris des couleurs ces derniers temps suite au passage de graffeurs. Oriane Vallot a voulu en savoir plus. Pour apprécier le travail de ces graffeurs sur le site de Frascati, il faut prendre un peu de hauteur. Sur ce mur d'une ancienne casemate, l'artiste Yellow nous fait découvrir les premières esquisses de son robot japonais géant, issu d'un film d'animation des années 70, Gundam. C'est un robot iconique au Japon. Il est tout autant iconique au Japon que Johnny Hallyday en France. Une œuvre monumentale que Yellow réalise avec deux autres graffeurs. Originaire de Tarbes, l'artiste a été sollicité par l'association Une Phase de Style qui sensibilise le public à l'art urbain. S'il a déjà participé au premier festival à Argancy en 2017, c'est la première fois qu'il graffe sur un tel site. Des festivals de graffiti et de street art, j'en ai fait plein. J'en ai fait un peu partout dans le monde, j'ai cette chance-là. Celui-là, il est atypique par rapport à la taille, imposante, et puis les peintures qui le sont également, tu sais. Elles font toujours au moins 5-6 mètres de haut, quoi, minimum. Des friches, ça existe, à Toulouse, à Paris, à Berlin, mais c'est pas une taille aussi imposante, quoi. Là, c'est vraiment... c'est une ville, quoi, c'est assez fou. Une œuvre qui vient s'ajouter aux 16 autres déjà présentes sur ces friches militaires depuis 2019. Le site déserté par l'armée appartient désormais à Metz Métropole qui souhaite le revaloriser ces prochaines années. On leur a proposé cette initiative d'utiliser des bâtiments qui sont voués à destruction afin donc de les valoriser et d'aider aussi à la transition du site, puisque ce qui est très important, c'est aussi de savoir que ce fameux plateau se transforme et vraiment sur les 5 prochaines années, il va vraiment y avoir un énorme changement sur le site. Et pour accompagner ça, dans le cadre de ce qu'on appelle des projets de transition urbaine, donc on amène de l'artistique pour accompagner toutes les modifications du site. David Sonner a également été choisi pour alimenter ce parcours de fresques. Graffeur depuis une trentaine d'années, il a été l'un des premiers de la grande région et il a vu son art évoluer, lui qui a longtemps été considéré comme une sous-culture. Il n'y a jamais assez, mais effectivement, ça se démocratise. Quand on fait le parallèle entre les débuts des années 90 et aujourd'hui, c'est carrément le jour et la nuit. Je pense même que le fait d'aller peindre dans la rue, aujourd'hui, même si on n'a pas l'autorisation, peut peut-être mieux passer qu'il y a une vingtaine d'années en tout cas. Le street art, un mode d'expression artistique plus populaire et qui séduit désormais les municipalités. Mais ne vous y attachez pas trop, ces œuvres ici sont éphémères. Les bâtiments sont tous voués à la destruction. Seule opportunité pour le public de profiter de ce dédale de graffiti lors des Journées du patrimoine le 19 septembre prochain.
Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, dépêchez-vous, ça vaut le coup. S'il est un lieu en revanche qui est ouvert toute l'année, eh bien c'est l'aérogare Station Lothaire du côté de Metz, un lieu culturel, bohème, atypique qui entame sa 4e saison. Et je vous propose un tour du propriétaire, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Vous êtes ici à l'aérogare, Station Lothaire. C'est un lieu qui a une vocation industrielle. C'est une choucrouterie, une laiterie, garage, dépôt de câbles, une galerie d'art également. Et puis aujourd'hui, c'est un lieu qui s'est un petit peu bâti un peu au fil des années. Au départ, première année, c'était un peu froid. Et donc on a complété déjà ces grands espaces verticaux, là, les murs, par du végétal, par des couleurs, par des panneaux insonorisants, avec beaucoup de récupération aussi. Architecturalement, il y a 3 espaces. L'espace où on est, c'est l'espace bar, voilà, espace convivial par définition. L'espace juste à côté, donc on communique par un passage, c'est l'espace plus cosy, esprit un peu bohème, voilà, où on peut y avoir des petites formes, des formes acoustiques, où les gens peuvent manger, boire. Et puis juste après, on arrive dans la grande salle, et cette grande salle qui a une vocation aussi, vocation concert, vocation à usage multiple. Et puis ensuite, chaque hall communique avec la terrasse. Alors l'ADN de l'aérogare, on va dire que c'est un lieu protéiforme avec évidemment une ossature, une ligne éditoriale axée qui s'articule autour de la musique actuelle pour cette nouvelle mouture. C'est également l'ADN, c'est également la convivialité, l'espace de liberté. Les gens viennent s'approprier eux-mêmes en fonction de leurs humeurs, de leur envie. C'est un bon bouillon humain où chacun s'y retrouve comme il a envie d'y retrouver. Voilà, une sorte de multifacette. Encore une insomnie, je passe ma nuit à ressasser, à recompter les moutons. Y'a un loup dans ma bergerie qui me bouffe la confiture au cochon, au champ du coq enfin. La ligne directrice, elle est celle de ne pas se donner de limites, de style, de genre, de se mettre le moins possible de barrières. D'aller y chercher des propositions innovantes, de sortir de l'entre-soi, d'aller percuter un peu les attentes des gens. Donc on va y retrouver de la musique essentiellement, en très grande partie, mais on va y retrouver aussi du théâtre, on va y retrouver du jeune public, on va y retrouver des créations, on va y retrouver de la lecture, vraiment on est ouvert à la créativité. In the silence of the night, a little something gets me down. On accueillera bientôt Hey Hey My My, qui est un groupe de folk parisien qui fait son grand retour après 7-8 ans d'absence. On devrait accueillir bientôt Baden Baden, groupe de cold wave français assez mythique. On va accueillir Brian's Magic Tears, qui est un groupe du label Born Bad. Donc là, on est dans une position plus rock'n'roll. Et puis on a des dates déjà très éloignées, puisqu'en mars, on accueillera Landmarks, qui est un groupe de metalcore qui a son public très suiveur. Et c'est typiquement le genre de groupe qui a une scène, qui a une demande, qui a un public et qui ne trouvait pas forcément d'endroit où se produire aux alentours, puisqu'ils ne sont pas tout à fait dans les radars des autres salles. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de pousser un petit peu notre public acquis à nous suivre en fait sur ces lignes-là. Chansons françaises, pop, rock, salsa, électro, il y en aura pour tous les goûts. N'hésitez pas à vous rendre à l'aérogare, les concerts ont lieu les mercredis et jeudis. Et puis il y a des soirées audacieuses les vendredis et samedis. Soyez curieux. L'heure est maintenant venue de retrouver notre historien chouchou Étienne Martin. Il est de retour et pour cette première, il a décidé de s'intéresser à Léon IX. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, je vous emmène aux confins du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le pays de Sarrebourg. Je vous emmène sur les traces de Léon IX à Dabo. Alors pourquoi Dabo? Eh bien tout simplement parce que Léon IX, on l'appelle Léon de Dabo. Alors les plus chatouilleux d'entre vous
me diront que oui, mais on n'est pas bien sûr qu'il soit né à Dabo. Il est peut-être né du côté alsacien et non pas du côté mosellan. Il est peut-être né à Egisheim. Alors, c'est possible, son père était comte d'Egisheim, sa mère était la fille du comte de Dabo, donc vous voyez qu'on est quand même très très proche. Et je laisse les historiens se quereller sur le pays de naissance. Moi, je retiendrai Dabo parce que j'ai toujours appris que Léon IX, c'était Léon de Dabo. Et je vais vous raconter la vie extraordinaire de cet homme. Alors, Léon, vous le voyez, il naît dans une famille aristocratique, une famille très puissante de la haute aristocratie qui vraiment possède le territoire et qui est directement liée aux empereurs des Romains, puisque le cousin de Léon, Conrad II, n'est autre que l'empereur des Romains. Donc vous voyez, une famille très puissante. Très rapidement, on envoie Léon faire des études. Alors où? Eh bien à la cathédrale de Toul. Alors il ne faut pas s'en étonner parce que au Moyen-Âge, toutes les cathédrales ont des écoles qui permettent à l'aristocratie d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Chose très importante, évidemment, pour qui veut ensuite faire une carrière. Alors, lors de ses études, eh bien, il découvre aussi la vocation, et par l'entremise, évidemment, de sa famille puissante, à 24 ans, il est nommé évêque de Toul. Alors, il va mettre en place des réformes très importantes, des réformes qu'il avait vues lorsqu'il était tout simplement étudiant, lorsqu'il était écolier à la cathédrale, des réformes inspirées de l'abbaye de Gorze et de l'abbaye de Cluny, et ces réformes, eh bien, luttent contre deux grands maux dans l'Église à ce moment-là. Le premier, c'est le nicolaïsme, c'est-à-dire le concubinage des prêtres. Beaucoup de prêtres vivent en concubinage, alors que c'est interdit. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la simonie, c'est-à-dire c'est l'achat et la vente des charges ecclésiastiques et des sacrements. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour devenir évêque, certains font un gros chèque. Et ça aussi, évidemment, ce n'est pas possible. Alors, Léon va mener toutes ces réformes, il va parcourir inlassablement son diocèse, et puis il s'entoure aussi de réformateurs pour mener à bien ce travail. En 20 ans d'épiscopat, eh bien, il va assainir la totalité de son diocèse. Mais son destin extraordinaire ne s'arrête pas là, et il faut savoir que l'on pense à lui pour devenir pape. Alors vous allez me dire, quel est le lien entre Toul et Rome? Eh bien là encore, le lien, c'est son illustre cousin, le fameux empereur. Alors non plus Conrad II, il est décédé, mais le fils de Conrad II, Henri III qui, en tant qu'empereur, a un peu la tâche à l'époque de faire et de défaire les papes. Voilà. Il nomme les papes et il faut laisser que les deux candidats qu'il a envoyés à Rome eh bien, ont été assez mal reçus. On les a assassinés, hein. C'est pour dire qu'ils ont été très très mal reçus. Pourquoi? Parce que les Romains n'aiment pas trop qu'on parachute comme ça les papes, et puis encore moins quand ceux-ci ont une vie qui n'est pas tout à fait exemplaire. Alors, pour le troisième coup, il ne faut pas qu'il se plante, hein, pour le dire vulgairement, il ne peut pas se tromper, et il pense à son cousin dont la réputation a dépassé les frontières de son diocèse, au fameux Léon. Et c'est comme ça que Léon devient pape. Alors Léon, qui est un fin politicien, qui est un fin diplomate, refuse d'être parachuté, et il décide, lorsqu'il apprend qu'on songe à lui pour la papauté, eh bien de se rendre en simple pèlerin à Rome, et d'abord de se faire aimer des Romains, et ensuite de se faire élire par les Romains comme pape. Devenu pape, il applique la même recette à Rome qu'à Toul, des réformes. Il s'entoure de réformateurs qui proviennent d'ailleurs de la région, hein, de la région de Lorraine, de Moyen-Moutier, enfin vous voyez, des grands réformateurs d'ici, qui certains d'ailleurs lui succéderont. Il parcourt inlassablement les églises pour promouvoir la paix, pour promouvoir les réformes, des réformes, donc vous voyez, contre l'usure, contre le port des armes, contre le concubinage et ainsi de suite. Et il va ainsi assainir, si l'on pourrait dire, l'Église. Et puis il n'oubliera pas, petite pique envers son cousin quand même, qu'il l'avait presque nommé pape, il n'oubliera pas de rappeler aux yeux du monde que l'empereur des Romains n'est pas l'égal du pape, mais qu'il lui est soumis. Donc vous voyez l'importance de la réforme, des réformes faites par Léon IX. Dernière grande réforme qu'il met en place, du moins il la lance, mais il ne la verra pas s'achever, c'est la fameuse réforme grégorienne, qui sera, elle, vraiment développée et achevée par le pape Grégoire VII, d'où d'ailleurs le nom de réforme grégorienne. Le pape Léon IX meurt en 1054, juste au moment du grand schisme entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient, entre Rome et Byzance, un schisme qu'il avait tenté de freiner en envoyant des envoyés, des ambassadeurs, mais qui arriveront plus tard et dont le pape finalement ne connaîtra pas l'issue puisqu'il meurt à 52 ans, épuisé par sa charge et par les nombreux voyages pour promouvoir la paix. Merci beaucoup Étienne et à bientôt pour de nouvelles aventures. L'heure est venue déjà de refermer la boîte à malice. N'oubliez pas que si vous souhaitez communiquer sur vos événements, agendas, initiatives, créations, etc., eh bien il suffit de m'adresser un mail à alicia@moselle.tv. Nous on se quitte en musique avec un tout nouveau groupe messin, Café Terrasse. On aura l'occasion d'en parler plus en détail. Et pour l'heure, on découvre leur premier single, Petit Four et Canapé. Bye bye. Ce dont il
te plaît, sans remords ni regret. Petite vie bien rangée, petit four et canapé. Sensation, sans sédition, marque mon essence. Sensation indécente, incessant, brûlée à l'essence. Va à l'essentiel pendant que les autres s'enterrent. Reste pas caché sous la mer avant d'être 6 pieds sous terre. Dis-lui que tu l'aimes, ou dis-lui que tu l'aimes pas. Mais dis-lui que tu l'aimes, ou dis-lui que tu l'aimes pas. Mais dis-lui que tu l'aimes, ou dis-lui que tu l'aimes pas. Mais dis-lui que tu l'aimes, ou dis-lui que tu l'aimes pas. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.